Élaborer, imposer une stratégie géomilitaire africaine. Que les gens comprennent que aucun territoire africain ne sera sécurisé quand une seule partie du territoire africain sera occupée ou sera menacée par... C'est ça la vidéo, je pense. Oui, c'est la vidéo. Voilà, c'est la vidéo, tout à fait. Alors on peut voir que, je crois que c'est des images viettes. Et là, on voit les gars arriver. Ici, c'est juste justement au niveau du boulevard de la Présidence. Ils ne sont pas encore rentrés. Là, voilà. Oui, il y a des coups. Très bien. C'est toujours sur le boulevard. Et ils prennent fuite. Ça, c'est quelques images qu'on a pu nous envoyer il y a de cela quelques secondes pendant que nous sommes en train de diriger cette émission au président Bandakani. En fait, est-ce que cela signifie, si vous voulez, que le renseignement tchadien était au fait de tout ce qui se préparait? Est-ce qu'ils ont fait exprès de laisser ces assaillants arriver jusqu'au point culminant avant de les contenir? En apparence, oui. À l'apparence, oui. Évidemment, oui, que le renseignement était certainement au courant. Et que, bon, on a fait semblant, on a joué à l'absence de sécurité pour mieux les attirer. Et ils sont tombés comme des moutons quand on regarde le bilan. Plus de 18 sont, je crois, neutralisés. Oui, et 6 ont été arrêtés. Voilà, et 6 qui sont arrêtés. Quand on voit ça, on comprend très bien ces Tchadiens, une fois l'information anticipée. Donc, je suis en train de dire, Bachir, que tout ça, il faut une stratégie africaine de lutte contre, de guerre contre le terrorisme et les terroristes. Il faut une stratégie africaine, parce que comme je disais, on a fait une dynamique globale. Le président Patrice Chamouna avait dit « menace globale, riposte globale ». Donc il faut une riposte globale au niveau de l'Afrique, de manière à ce que c'est une guerre globale à l'échelle du continent qui soit menée contre cette tentative de recolonisation du continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Tentative de recolonisation? Non, c'est de ça qu'il s'agit, il n'y a pas de chose. C'est plus caché, ils le disent ouvertement. Donc la première phase, ça a été de tester ça a été la Côte d'Ivoire. Quand nous disons que Moussa Ouattara, c'est la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis 100 ans, nous parlons par l'air. Il était le premier acte. Voilà. Après, il y a eu la Libye et il y a le Sahel. Et le Sahel, ça a été l'endroit où on a expérimenté à fond la stratégie du terrorisme et les terroristes pour mettre le continent pratiquement à terre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que ce qui se passe là, ça montre aussi l'adaptation des stratégies de sécurité dans les palais présidentiels africains, au niveau des États africains. Il y a une adaptation, n'est-ce pas, de toute l'architecture de défense des différents pays pour être à la hauteur de ce période-là. Une fois de plus, je dis, c'est bien, mais il faut que l'Afrique, c'est la nouvelle frontière, hein. Il faut qu'on ait une stratégie globale pour lutter contre cette dynamique colonisatrice. Comment vous qualifiez le rôle des pays riverains ou de certains pays riverains dans les attaques ciblées, notamment au niveau du Tchad? Tout à l'heure, je vous ai expliqué les fanfaronnades de M. Macron concernant son nouveau partenariat avec le Nigeria. Il exulte. Oui, il a dit nous sommes au Nigeria. Voilà, il sortit comme un gamin. Ce qu'il est d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que la DGSE française y est installée, par exemple, pour les renseignements? Mais qu'est-ce que Joseph Tchani vous a dit en fin d'année? Tchani allait même très loin. Il a interpellé directement le président du Nigeria. Il lui a demandé, bon, on peut démentir. Il peut démentir s'il veut. Il ne peut pas démentir. Tinubu, c'est un agent de la CIA. Et il a encore l'activité. Tinubu, c'est un agent de la CIA. Nous nous sommes réservés, à un moment donné, par respect pour le peuple du Nigeria, de nous lancer dans une campagne de dénonciation du président M. Tinubu. Mais on voit très bien, maintenant qu'il donne l'impression de jouer avec la France, il faut qu'on dise la vérité aux Africains. M. Tinubu, c'est un agent de la CIA.
il est encore en activité. Donc il est normal donc qu'il aille voir un autre agent de la CIA qui est Macron, pour qu'ils se concertent dans leur stratégie. Je veux dire que le plan de Macron, c'est à partir du Nigeria de créer une grande faille dans les stratégies sous-régionales en Afrique centrale, si on parle le cas de l'Afrique centrale, puisque le Tchad fait partie de la force nationale mixte. Je voudrais vous rappeler que jusqu'à présent, cette force n'a reçu aucun soutien financier de la part des Occidentaux, qui pourtant luttent énormément contre le terrorisme. Voilà. Donc, quoi de plus normal quand on sait que la déstabilisation de l'Afrique centrale, à travers les grands lacs, mon cher Bachir, où la présence de Boko Haram est le cœur, n'est-ce pas, de la stratégie française, pour ne parler que de la France, on voit très bien que si le Nigeria ne joue pas le jeu, vous pouvez être surpris, Bachir, de voir que les droits de poursuite peuvent être supprimés, etc. Le Nigeria peut décider, n'est-ce pas, de faire un mauvais coup à l'Afrique centrale et à la sous-région qui va de l'Afrique centrale jusqu'à la frontière de l'AES. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Macron danse comme ça, c'est parce qu'il s'est dit que le coup était joué avec M. Tinubu. Mais ce n'est pas la première fois. Le coup était joué lorsque, instrumentalisant la CEDEAO, qui est son marchepied, M. Macron a décidé qu'il fallait attaquer le Niger. Vous vous rappelez? Oui. Voilà. Le coup pour lui était joué, mais il a perdu. Et là encore, il est en train de perdre. Il est en train de perdre. Mais, ça, vous voyez, ça pose sur la table la nécessité de ce que j'appelle l'agilité stratégique et tactique. Les États n'ont pas le choix. Le Tchad, le Cameroun, les pays de l'Afrique centrale, tous ces pays-là qui sont dans le collimateur de l'Occident, vous n'avez aucun choix. C'est-à-dire qu'il faut être une stratégie dynamique, extrêmement réactive, et j'allais dire même proactive, qui au jour le jour, n'est-ce pas, se met à la page pour anticiper sur ce que, n'est-ce pas, l'ennemi nous prépare. Parce que n'oublions pas, une fois de plus, il s'agit de la survie de la France, il s'agit de la survie de l'Occident. Président Vandakani, est-ce que ce coup pourrait être considéré comme un galop d'essai? Est-ce qu'on devrait s'attendre à d'autres attaques plus ou moins importantes? Bien sûr, oui. Évidemment, bien sûr. Le contraire, c'est le contraire qui sera une surprise. C'est pour ça que je parle de veille constante. Je parle d'agilité stratégique et tactique. Je parle d'un dynamisme sans arrêt au niveau militaire, au niveau de la vigilance militaire. Donc, le meilleur, c'est pour demain. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont sortir toutes leurs cartes, mais Bachir la serait vous. Ils échoueront toujours. Donc, vraiment, l'Afrique est très fière du Tchad, très fière de son président. Et un seul mot continue. Un seul mot continue. Président Vandakani, on va souffler un tout petit peu et on revient aborder la question de la CEDEAO suite aux déclarations du président Assimi Goïta. C'est après une courte transition. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Presse Géopolitique sur les antennes de Pan-African Media et nous sommes à la deuxième et dernière thématique de ce soir. Président Vandakani, le président Assimi Goïta, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An par les forces vives de la nation, n'a pas mâché ses mots, en qualifiant la CEDEAO d'organisation terroriste. Il estime que les méthodes, la façon de fonctionner de la CEDEAO est assimilable justement à des méthodes terroristes et qui risquent de porter un coup à la région. Alors, qu'est-ce que cela vous a inspiré après l'avoir écouté? Mais les paroles présidentielles, et en particulier celles du président du Mali, recouvrent nos analyses et nos propos d'une ancienne présidentielle. Vous vous rappelez, à l'époque du maréchal Déby,
quand nous étions au cœur de la bataille contre le franc CFA, Oui. il est venu avec la parole présidentielle, donner l'onction présidentielle à ce combat, Oui. et ça avait fait, le combat avait pris un bond à ce moment-là. Donc là, on vient de franchir un pas de plus. Un chef d'État qualifie la CEDEAO d'organisation terroriste. Nous l'avons dissoute. Et nous maintenons cette dissolution. Je l'avais dit, notre dissolution va peser énormément sur la CEDEAO. Et tout le monde voit ça. Donc plus les jours passent, plus on va vers sa disparition. Elle va de catastrophe en catastrophe. C'est pas? Et elle a encore fait elle-même de donner un délai de 6 mois au pays de l'AES. Oui. Au lieu de se taire. Vraiment, notre dissolution de la CEDEAO, ça pèse vraiment. Donc, ça les pousse ils ont reçu un esprit d'égarement qui les travaille profondément. En quoi c'est Le président Assimi Goïta a raison. Oui. Tout concourt et confirme les propos du président Assimi Goïta quant à savoir que la CEDEAO est une organisation terroriste. En quoi serait Elle a violé ses propres chartes, Oui. elle a violé ses chartes, elle a violé la raison d'être de cette organisation en persévérant dans ce qu'on appelle la non-assistance à un membre en danger. D'autant plus que Bachir, c'est au-delà de la non-assistance que lorsque le membre en danger est pratiquement menacé de mort par l'action des terroristes, ont décidé de prendre en charge leur destin sous l'injonction du vaurien de l'Élysée. La CEDEAO a décidé d'entrer en guerre contre les États qui luttaient contre le terrorisme et les terroristes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous voyez l'organisation qui avale sa propre langue, c'est-à-dire qu'on appelle ça avaler l'objet de ton existence. La CEDEAO était censée exister pour contrer le terrorisme, entre autres. Mais qu'est-ce qu'on observe? La CEDEAO a avalé son objet pour soutenir les terroristes et le terrorisme, en déclarant la guerre à des États qui justement étaient en train de lutter contre les terroristes. On a vu une mobilisation extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'état-major se sont réunis, ont commencé ici à dire que vraiment, oui, dès demain ça va commencer, alors que durant tout le temps où le Mali, le Niger, le Burkina étaient en train de subir les assauts des terroristes, mais la CEDEAO excellait dans la non-assistance. Pour dire que ça. Donc, tout ça démontre que la CEDEAO est une organisation terroriste. Vraiment terroriste. C'est ça qu'il s'agit. Donc, toutes les actions contre les pays de l'AES ont pour base de départ des pays comme la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui est un membre éminent de cette organisation, mon cher Bachir, et la CEDEAO fait semblant de ne pas voir, ferme les yeux sur le fait que des États de la CEDEAO, de manière active, et c'est établi, encouragent, promeuvent, financent, hébergent, arment et protègent les terroristes. Bachir, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, le président Assimi Goïta a pris sa responsabilité pour désigner, n'est-ce pas, cette organisation criminelle par le nom qu'elle mérite, à savoir une organisation terroriste. Voilà, c'est incontestable et c'est indiscutable. Est-ce que cela ne pourrait pas créer d'autres incidents? Quel incident? Je ne sais pas, entre l'organisation et le pays et l'État malien. Et c'est encore membre de la CEDEAO? Non, justement. Alors, bon, maintenant, si quelqu'un dit que je suis membre d'une organisation, l'organisation dit que non, tu es encore membre, on te laisse pas partir. Alors, bon, le Mali n'est plus membre de la CEDEAO. Les 3 pays qui ont constitué l'AES l'ont constitué justement parce que la CEDEAO est une organisation terroriste qui menace leur sécurité, etc. C'est pour ça qu'en grande partie, l'AES est né. Mon cher Bachir, n'oubliez pas, c'est d'abord l'enjeu, c'est la sécurité. La sécurité. Il fallait maîtriser la zone des 3 frontières, qui était le passage par excellence, n'est-ce pas, de l'action terroriste de la CEDEAO, agissant pour le compte de la France et des petits vauriens de l'Élysée. Donc, il faut appeler chat un chat.
faut appeler chat un chat. Et nous sommes très heureux, nous les panafricanistes, d'avoir pris notre rôle dans le renouvellement du discours diplomatique. Il faut arrêter la langue de bois. À un moment donné, ça ne sert plus à rien. Il faut appeler chat un chat. Nous sommes très contents de voir que la plupart des États africains aujourd'hui, n'est-ce pas, sont en train de changer le langage de la diplomatie mondiale pour que l'hypocrisie cesse. Et que si on veut jouer, qu'on joue sincèrement et que les cartes soient mises sur la table de manière ouverte. Pourquoi la CEDEAO insiste à vouloir ramener les pays de l'AES au sein de cette organisation bien commourante comme vous l'avez dit? Parce qu'elle voit très bien que leur départ signifierait sa mort. C'est tout. C'est tout. Et puis ça démontre que tout ce que les pays là ont dit de la CEDEAO est vrai. C'est-à-dire que c'est une confirmation des raisons et des justificatifs et des motifs que les États de l'AES et les panafricanistes n'ont pas cessé d'exposer à la face du monde pour établir la vérité sur le combat CEDEAO durant toute cette crise-là. Donc, pourquoi subitement on découvre l'importance des États qui hier n'étaient pas importants, puisqu'on les laissait disparaître à petit feu sous les assauts des terroristes. Il faut poser la bonne question. Pourquoi c'est aujourd'hui que la CEDEAO découvre que non, les membres là sont importants, il ne faut pas qu'ils partent. Oui. Vraiment, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Vraiment, ne quittez pas la maison. C'est chez vous. Mais à quelle heure, comment dire au quartier, à quelle heure il a fallu que ces États renaissent de leur disparition quasi programmée par la France, qui est la patronne, le parrain de la CEDEAO, pour que la CEDEAO découvre un matin que disons, les pays là sont importants. Vraiment, c'est une organisation catastrophique, je ne sais pas. Vraiment, ça dit que c'est incroyable qu'une pareille organisation. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Voilà pourquoi nous avons pris nos responsabilités le moment venu. On a dit, ok, si les présidents valent ce que nous voyons là, c'est-à-dire si c'est ça ce qu'ils valent là, nous pas nos responsabilités. Il n'y a pas que les présidents en Afrique, il y a les peuples, il y a les opinions publiques, il y a des patriotes, etc. Nous avons dit qu'ok, on prend nos responsabilités, nous allons dissoudre la CEDEAO. C'est clair. Elle n'a plus aucun mandat pour engager le destin des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Aucun mandat. C'est ça le panafricanisme. Alors, donc, nous sommes très heureux que, après que ces États aient quitté ce machin-là, n'est-ce pas, que le président Assimi Goïta, du haut de son autorité, tienne le langage de la vérité pour appeler chat, chat. Oui. Voilà. Très bien. Merci, président Bandakani. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que dans à peine une minute, ce sera leur séquence, la partie consacrée justement à vous. Vous pouvez nous appeler, contribuer à l'émission ou poser toutes vos questions au président Bandakani. Je vous l'ai promis d'ailleurs lors de notre édition spéciale ce matin. Donc, vous êtes appelés à contribuer massivement sur toutes les thématiques. Le Tchad sous ces deux angles. D'abord, l'attaque et ensuite la question de la réplique du président Mohamed à Emmanuel Macron quant au caractère concerté ou pas concerté du départ des soldats français du continent africain et naturellement les déclarations du président général Assimi Goïta qui a qualifié la CEDEAO d'organisation terroriste. Donc à tout moment vous pouvez nous appeler pour contribuer. Alors je crois non, on va d'abord prendre le jingle des appelants. À vous l'antenne et on revient. Voilà, le standard ouvert et déjà les premiers appelants sont au bout du fil. Je n'ai pas encore le nom de notre appelant, mais on va donc lui donner la parole. Allô, bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes bel et bien sur les antennes de Pan African Media. C'est à vous l'antenne.
Bonsoir Pan-African Media. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Pan-African Media. Bonsoir Sidi. Bonsoir à toi Bachir Ladan, mon frère, meilleur journaliste au monde, incontesté et incontestable. Bonsoir également à la sommité des sommités, le groupe du panafricanisme moderne à qui on ne discute rien parce qu'il a eu raison sur les événements. Je veux nommer très respectueusement le président Badakani. Merci président pour la constance. Merci d'être toujours à l'avant-garde pour protéger ce mouvement grâce à l'aide de Dieu, le vrai et des ancêtres. Que le Seigneur t'accompagne et qui te lève davantage. Avant tout propos, Bachir Ladan, permettez-moi de rendre hommage et de m'incliner devant la mémoire de 35 soldats béninois chez moi, au Bénin. Ils sont tombés à Kandi, à Banikwara, sous les balles des terroristes, des criminels protégés par la France et les impérialismes mondiaux. Bachir Ladan, ces terroristes pensent établir notre armée, ces terroristes pensent nous atteindre moralement, mais qu'ils sachent que lorsque la bataille est engagée et que la patrie est menacée, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Toutes mes condoléances à toutes les familles, j'ai pleuré, et du courage au FDS et aux femmes de la République du Bénin. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Du courage, chers soldats. Lorsque j'ai fini de dire ça, Bachir Ladan, mon frère, il y a longtemps que le Tchad n'existait plus en tant que pays. Parce que tous les politiciens sont des militaires au Tchad et ils n'ont fait que créer des histoires, des problèmes au maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui a tout fait pour résister et à qui, qu'on appelle le temps, finalement donné raison. Il a existé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Son fils est venu au pouvoir, les imbéciles et les impérialistes, complices des impérialistes nous ont chanté, dansé qu'il était un pion de la France-Afrique installé par Macron. Or, nous savons tous bien que c'est quand Paul Biya et la CEMAC ont donné leur onction que Idriss Déby a été installé et que la France est revenue, puisque Macron en son temps avait dit qu'il n'y aura pas une dynastie du père au fils au Tchad. Comme il a constaté que les Africains sont unanimes au niveau de l'Afrique centrale, ils ont réuni et ils ne pouvaient rien faire. Il est revenu faire de la récupération et hontée. Aujourd'hui, la rupture des relations, des accords de défense avec la France pourra suffire que son fils, Idriss Mohamed Déby, le maréchal, a repris les rênes de son père, n'en déplaise aux candidats. Nous ne sommes pas là pour des analyses sentimentales, non. C'est de la géopolitique froide que nous faisons. Nous ne voulons pas être aimés ou adoubés par qui que ce soit, mais le temps nous donnera toujours raison. Aujourd'hui, cette attaque, je viens de finir dans une seule émission, cette attaque, il y en a qui la minimisent, il y en a qui trouvent que bon, c'est un candidat, il y en a qui trouvent... Non, non, c'est exactement comme ça, ils ont toujours fonctionné. Combien de personnes ils avaient envoyé à Lumumba? Combien de soldats ils avaient envoyé à Sankara pour le tuer? C'était toujours un petit nombre. Maintenant ici, c'était une balle d'essai. Est-ce que ceux qui étaient derrière ont été découverts? Pour l'instant, non. Les enquêtes sont en cours. Mais nous savons que ce sont les procédures, que les méthodes que Paris et les Occidentaux ont toujours utilisées. Depuis combien? Jusqu'à quand les Africains vont comprendre les enjeux géopolitiques internationaux? Parce qu'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est que la France est à genoux. 3 milliards de dettes, ils vont payer ça comment? La dévaluation, ils ont cherché ça en Afrique centrale, ça n'a pas marché. La dévaluation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on dit que ça ne marchera pas. Ils vont payer la dette comment? Ils vont procéder par des pillages, des vols. Or, les chefs d'État qui détiennent les richesses en Afrique, les richesses naturelles aujourd'hui comme le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger, sont en train de refuser le pillage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les détruire. Voilà, là, il faut en arriver. Et maintenant, lorsqu'on voit l'arrogance à laquelle le président Mohamed Déby a répondu
on comprend aisément d'où vient le coup d'État. C'est un coup d'État. Ça n'a pas deux mots. Et aujourd'hui, nous sommes conscients de qu'on appelle des enjeux mondiaux et que nous savons comment nous protéger actuellement avant d'avoir nos propres soldats pour nous protéger. Rien n'arrivera au maréchal parce qu'il est aguerri avec qui. Et quiconque qui doute de ce que ce n'est pas un coup d'État, c'est son problème, c'est son avis. Mais nous savons de fois qu'on appelle sans aucun doute que c'était un coup d'État programmé pour tuer le maréchal et reprendre les ressources du Tchad. Nous demandons à cet effet aux 10 patriotes panafricanistes, le maréchal Idriss Mahamat Déby, de prendre ses responsabilités concernant les endocolons. Parce qu'il y en a beaucoup et il y a des politico-militaires qui continuent pas à détruire, surtout dans sa famille. Donc par rapport à cela, nous le conseillons très humblement de rejoindre ses amis de l'AES pour qu'ils puissent avoir un soutien indéfectible. Et que lorsque son territoire sera attaqué, il va aussi recevoir de l'aide de l'autre côté. Parce que seul contre tous, c'est souvent très difficile et compliqué, même si on a le soutien de qui que ce soit. Je ne suis pas en train d'abdiquer, je ne suis pas en train de remettre en cause la sécurité parce que Idriss Déby, le maréchal, est précieux pour nous pour l'instant au niveau de l'Afrique, que nous demandons qu'il soit protégé et qu'il cesse d'aller trop au front. Parce que les Français n'ont pas encore quitté, les impérialistes n'ont pas quitté le territoire tchadien. Lorsque nous revenons au niveau de la CEDEAO, dissoute par la sommité des sommités depuis plusieurs mois, depuis un an bientôt, nous comprenons aisément qu'elle va mourir de sa propre mort. C'est une agonie qui ne dit plus son nom. Si le nouveau président ghanéen est en train de vouloir coopérer, que ce soit militairement et économiquement, avec les pays de l'AES, ça veut dire ce que ça veut dire. Si aujourd'hui Tinubu ne veut pas accepter, même si ça se passe dans son pays au niveau de Sokoto, qu'il y a des soldats français, ça veut dire ce que ça veut dire. Et si aujourd'hui, tout dernièrement, il y a des pays qui veulent collaborer, même le Bénin, qui ne commence pas à venir vers l'AES pour négocier des marchés, pour négocier une collaboration militaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est dissoute et qu'elle est finie. Donc c'est de ça il est question. Ce n'est qu'une question de temps. Et le temps nous donnera toujours raison grâce à un guide éclairé que nous avons parmi nous et qui a cette patience d'éduquer, cette patience d'accepter qu'on appelle les gens tels qu'ils sont et cette patience de conduire un mouvement panafricaniste qui vient des siècles, des siècles. Donc aujourd'hui nous sommes fiers du panafricanisme, nous sommes fiers et nous demandons qu'au niveau de l'AES, que 2025 soit une année vraiment où nous aurons une diplomatie commune, une monnaie commune et effectivement qu'on appelle des travaux de grands envergures qui vont couvrir l'AES. Parce que notre objectif, ce n'est pas un autre, c'est la libération définitive et complète de notre continent. Nous sommes frères, nous sommes tous des Africains, nous ne rejetons personne, nous voulons ceux qui viennent avec sincérité vers nous et nous allons faire aussi le pas vers les autres pour les ramener à la raison. Car si les Européens, eux, ils n'abandonnent pas les siens, si les Occidentaux, eux, ils ont Tony Blair qui venait, Sarkozy qui venait, je ne vois pas pourquoi, si nos présidents aussi reviennent à la raison, pourquoi ne pas les accepter? Parce que le panafricanisme, c'est de l'humanisme, le panafricanisme, c'est accepter son frère et lui pardonner. Parce que nous sommes des êtres humains. Que Dieu, le vrai, protège l'Afrique. Vive le panafricanisme, c'est Dieu qui le fait. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous, Sidi, pour la contribution depuis le Bénin. Nos vœux les meilleurs à vous et surtout nos sincères condoléances aux familles éprouvées des militaires béninois qui sont tombés au front. Nous restons au téléphone. Alors, il y a 2 appels en attente. Voyons. On va prendre Abou et ensuite Kofi de la Côte d'Ivoire. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Basile Ledin. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Bonsoir. En tout cas, mes meilleurs vœux et ce que on a l'habitude de dire que Dieu continue à te bénir
et t'accorder tous les désirs de ton cœur. Amen. Donc, comme on le dit, vous êtes le duo aujourd'hui le plus regardé du monde avec le président Badakani. En tout cas, prophète Badakani, le guide, on ne saurait vous remercier parce que votre apport et vos bénédictions dans toute cette parole de vérité que vous partagez est incommensurable. Donc, que cette année 2025 soit cette continuité-là de vos de continuer à nous bénir et de nous élucider avec votre lumière. Et en tout cas, nous en sommes gré pour cela et nous disons que nous sommes tous derrière le président Badakani pour 2025 ou 2026. Ouais. C'est les élections, je crois, au Cameroun. Donc, Badakani président. Voilà. Ça, c'est notre vœu le plus ardent. Voilà. Donc, je salue tous les techniciens aussi à qui je souhaite les meilleurs vœux et tous les appelants et réitère mes remerciements et toutes mes bénédictions à tous ceux-là même qui participent à la cagnotte et leur demande de continuer à partager cette cagnotte-là avec leurs proches et de ne jamais cesser à soutenir Pan-African Media TV, qui est l'outil même panafricaniste actuellement que le divin nous a envoyé pour continuer cette bataille-là et sûrement qui va nous accorder des victoires certaines. Donc, une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique, et disons que c'est le frère Abou depuis l'Angleterre, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, que Macron aujourd'hui dit que les Africains sont ingrats, c'est en tout cas la charité, l'hôpital qui se moque de la charité parce que on se demande si ce Macron-là, il a une fois même été lucide parce que dire que les Africains sont ingrats, c'est quand même fantasmagorique parce que nous savons tous que la France est celle-là même qui est la plus maudite sur cette terre-là, qui n'a rien sous son sous-sol, qui a que le lait, la vigne et le blé comme matière première, et tout ce que la France se gargarise, tout ce dont elle se gargarise aujourd'hui, elle a eu que par le bien de l'Afrique. Elle a eu que... et c'est l'Afrique aujourd'hui qui l'a fait vivre depuis que l'Afrique a eu le malheur de la croiser. La France ne fait que vivre aux dépens de l'Afrique. Et c'est pourquoi que elle-même, elle dit, si elle perd l'Afrique, elle va descendre jusqu'à la 37e position mondiale. Et elle, en aucun cas, elle accepte de perdre l'Afrique. Elle se bat comme un bon diable pour garder l'Afrique, parce que, si on veut voir, c'est au sang de l'Afrique, avec le sang de l'Afrique, c'est le sang de l'Afrique qui fait vivre la France. Donc, c'est ce Satan-là. Le Satan, c'est un menteur. Ça dit que le Satan, lui, il veut toujours la faire à l'envers. Ça dit que le Satan, toujours, il ne connaît pas sa place. Il s'ignore lui-même. Donc, il croit qu'il est le centre du monde, alors qu'il n'est rien. Voilà. Donc, c'est une coquille vide qui, aujourd'hui, n'a que le mensonge, et c'est le mensonge qu'elle a toujours partagé avec le reste du monde, et c'est celle-là qu'elle veut faire toujours perdurer, alors que nous sommes à l'aide de la vérité, et ce mensonge-là ne peut plus prospérer. Même le dernier né sait que la France n'a rien, et que la France est le pays le plus démuni de la Terre, qui vit au détriment de 16 pays africains, et c'est celle-là même, seule jusqu'à ce 21e siècle, qui encore vit avec des colonies. Alors que tous les Européens, comme l'Allemagne, tout, vivent sans colonie, mais se portent mieux. Donc, Macron vit sur une autre planète, il ne vit pas sur cette terre-là,
et nous disons qu'à la France, le mensonge ne peut plus continuer et c'est fini pour cette France-là. Qu'il pleut ou il neige, comme on le dit en Côte d'Ivoire, que ce soit la colère du mouton, la tabaski aura lieu. Et la France, là, ce mouton français, on va le manger avec appétit. Voilà, on va le gorger, le manger avec appétit. Donc on l'a déjà gorgé, il est en train de faire du bruit, comme quand les dinosaures devaient disparaître de la Terre, ils ont fait du bruit, mais au jour d'aujourd'hui, on voit que les dinosaures ont disparu. Donc ce n'est pas la première fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce faux dinosaure au pied d'argile que la France va disparaître. Et maintenant, en ce qui concerne la deuxième problématique, quand on nous dit que, tout le monde appelle ça même, la CEDEAO est une organisation terroriste, mais c'est vrai, vous comprenez? Parce que nous jugeons la CEDEAO par les faits. Les faits nous disent que jamais la CEDEAO a pratiqué ce qu'on appelle une résolution pacifique ou une résolution politique négociée. La CEDEAO, quand, par exemple, l'exemple seulement de la Côte d'Ivoire, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO est venue en Côte d'Ivoire, elle nous a montré toute sa face hideuse. Ça dit quoi? Elle a dit quoi? Que récolter les voix pour une élection serait un parjure aux électeurs. Donc il faut tuer les gens, il faut faire une armée, envoyer une armée et passer par la manière forte. La CEDEAO a mis embargo sur les médicaments. La CEDEAO a dit qu'elle avait une armée de trucs, comme on appelle ça même, qui était en suspens. Et elle a utilisé cette armée-là pour tuer, massacrer à Djokoué. En une seule journée, elle a tué au moins 1 million de personnes. Donc, quand on voit tous ces agissements-là, on peut dire que la CEDEAO est terroriste. Parce que en Gambie, elle a fait pareil. Partout, par exemple, quand on prend l'exemple aujourd'hui, il y a une polémique qui se passe en Côte d'Ivoire. On a enlevé le nom de Babo sur la liste. La CEDEAO ne dit rien. Elle reste là alors qu'elle pouvait déjà se prononcer en amont pour que la solution pacifique puisse avoir lieu. Mais la CEDEAO ne dit rien et c'est quand ça va s'envenimer et que, comme on appelle ça même, on sera sur le chemin de non-retour. La CEDEAO maintenant va venir avec la violence pour dire qu'elle vient s'imposer par la violence avec un choix qui arrange que la France. Donc, c'est un outil, une âme de la France. La CEDEAO était boss séculier de la France. C'est une barbe de la France. Et nous disons qu'elle est anti-africaine. Et comme le président Badakani l'a dit, la CEDEAO est on l'a dissolu, on l'a chose, comme on appelle ça même, on l'a détruite, elle n'existe plus pour nous. Pour nous, c'est l'AES qui est la vérité et on invite tous les peuples africains à s'associer à l'AES, tous les gouvernements à s'associer à l'AES et que cette donne-là africaine qui est créée pour les Africains par les intérêts de l'Afrique et dont on détient tous les leviers, que c'est celle-là seulement qui doit prévaloir et nous disons en avant pour la renaissance africaine. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye pour nous et puis bonne continuation. Et surtout, comme on le dit, avec Pan-African Media TV, nous nous battons dans la victoire. Allez, bye bye from now. Bye bye. Bye bye from now, comme vous le dites, très cher, Abou d'Angleterre. Avant de prendre le prochain appelant, président Bandakani, je voudrais lire ce message que je viens de retrouver sur la page officielle du président maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il s'agit donc voilà, de ce message, je le lis très rapidement. Suite à l'attaque perpétrée hier nuit par un groupe des individus mal intentionnés contre la présidence de la République, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais également rendre un vibrant hommage pour la réactivité, la bravoure et le professionnalisme dont on fait montre ces vaillants soldats dans la défense de la première institution de la République. J'exprime ma gratitude quant au soutien massif et instantané exprimé par le peuple tchadien à travers ses forces vives, mais aussi le soutien des pays amis et frères qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation. Il revient maintenant à la justice d'établir les faits, situer les responsabilités et appliquer toute la rigueur de la loi.
Pour terminer, il dit, les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. C'était donc le message de Mohamed Idriss Déby Itno sur sa page officielle. Décidément, la vitrification redevient à la mode. Et tout à l'heure, vous en parliez d'ailleurs avec Bourgi. Voilà, c'est la grande une qui est affichée. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Allons prendre l'appel de Kofi en Côte d'Ivoire et on revient vers notre consultant exclusif. Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachi. C'est monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je voulais saluer le président Banakani. Bonsoir à vous également. Comme on appelle, monsieur le président Banakani, quand vous êtes président, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est vrai, est-ce que la politique française elle est intelligente? Est-ce qu'il y a vraiment la politique française? Est-ce que la politique française elle est vraiment intelligente? Est-ce que quand la France dit que les Africains sont ingrats, il a oublié 14-18, est-ce que les Français ont oublié 14-18, 1945? 14-18, il y a eu 55 000 soldats africains tués pour libérer la France. 39-45, il y a 66 000 Africains qui ont été tués pour libérer la France. Entre l'Afrique et la France, qui est ingrat? Est-ce que vraiment le président français respecte la population française, président Banakani? Je te pose une question parce que vous êtes le futur président. Vous êtes le futur président. C'est cela que je te pose la question. Est-ce que la France, la politique française, est-ce que les gens là, ils ont étudié vraiment pour être nommés ambassadeurs? Parce que je ne peux pas comprendre que un ambassadeur, tu ne connais pas l'histoire de son propre pays. Sinon, Macron ne peut pas inviter les ambassadeurs, va les dire que non, les Africains sont ingrats. C'est pas possible. Et puis les ambassadeurs sortent pour acclamer. Est-ce que vraiment ils ont étudié l'histoire de la France avant d'abord d'être nommé ambassadeur? Parce qu'un ambassadeur, il faut connaître l'histoire de ton pays pour aller représenter ton pays dans un autre continent ou bien dans un autre pays. Parce que un jour, tu peux être en face des journalistes et qu'on va te demander 14-18, la guerre, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale qui s'est passée en 39-45. Tu vas expliquer comment? Quel est le continent, les deux continents qui ont sauvé la France? Parce que ce que je sais, c'est l'Afrique et la Russie qui ont sauvé la France. L'identité française aujourd'hui, là, c'est les Africains qui ont donné l'identité française aujourd'hui. Sans l'Afrique, la France n'existe pas. Sans les Africains, les Français n'allaient pas exister aujourd'hui. Mais je me pose la question, est-ce que vraiment la classe politique française a étudié vraiment l'histoire de la France avant d'abord d'aller être candidat au poste du poste président de la République, avant d'abord d'être rappelé comme ambassadeur, d'être nommé comme ambassadeur? Président Banakani, voici ma préoccupation. Très bien. Je me pose la question et je te pose la question, est-ce que la France là a une politique très intelligente? Est-ce que les Français étudient leur histoire avant d'abord d'être nommé ambassadeur? Quand je finis ça, je voulais dire à mon frère Abou, le président Laurent Gbagbo, on s'en fout qu'il soit sur la liste électorale. Il est candidat. Le président Laurent Gbagbo est candidat. En 2025, il est candidat et il sera élu président de la République. La CEDEAO qui n'a qu'à faire tous les mafias de 2000, comme en 2011, on s'en fout de la CEDEAO et l'ONU. C'est pas la CEDEAO qui a dit récolter les voix en Côte d'Ivoire serait une honte, M. Abou. C'est Ban Ki-moon. C'est Ban Ki-moon qui a dit récolter les voix en Côte d'Ivoire, ce serait une honte pour la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, j'ai travaillé aux Nations, j'ai travaillé pour ONUCI. Donc c'est Ban Ki-moon qui a dit récolter les voix en Côte d'Ivoire, ça serait une honte pour la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Voici celui qui a dit
de ne pas recompter les voix. Donc, les États-Unis, la France, qui ont pris Issou Bakayoko pour aller à l'hôtel de Goff pour nommer Ouattara comme président de la République. Et hier, M. Bourgi sort pour dire que non, Ouattara n'a pas été élu, c'est le président Laurent Gbagbo qui a été élu. Et pour cela, on a tué 3000 Ivoiriens pour que Ouattara soit nommé président. Monsieur Abou, à Diokwe, une seule jour, il y a eu 1200 morts. Puisque moi-même, j'ai fait la mission, ce jour-là, je me trouvais à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En un seul jour, on a tué 1200 morts à Diokwe. Quand les rebelles ont attaqué Diokwe, c'est 1200 morts en un seul jour, président Banakani. C'est 1200 morts en un seul jour. Donc, voici un peu ma préoccupation. Je me pose la question, président, je me dois te poser la question, est-ce que la classe politique française, elle est intelligente? Est-ce que les Français étudient leur propre histoire avant d'abord d'être élus président ou bien d'être nommé président? Voici ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci. Depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous également, doyen Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je crois qu'on va revenir vers le président Bandakani. Tout d'abord, donc d'autres appels, s'ils viennent, on les prendra, Ne prenez que les appels audibles, s'il vous plaît, ça nous permet de garder quand même une très belle émission, puisque nous la rediffusion autant que faire se peut. Nous avons ce message: bonsoir, je vous suis, mais ne pourrai pas intervenir ce soir. Mon message, c'est d'abord les meilleurs vœux de 2025 à toute l'équipe de Pan-African Media TV, aux intervenants et à la communauté panafricaniste et surtout au futur président du Cameroun. Alors, Bandakani, c'est comme ça, c'est ce qui est écrit. C'est le message de quelqu'un, je le rends fidèlement. Longue vie à Macron qui, à lui tout seul, a détruit l'impérialisme français. Ah, c'est votre ami Sola. Sola d'Afrique du Sud, voilà, Sola qui nous suit. Sola, bonsoir, nos vœux les meilleurs à vous également, très cher ami. Merci pour la contribution. Je vais laisser le président Bandakani, je vous laisse le soin, comme d'habitude, de réagir à tout ce qu'on peut dire en nos appelants. Et à tout moment, s'il y en a un autre, on prendra, il n'y a pas de problème. Le standard reste ouvert. C'est à vous la parole. Voilà, merci Bachir. Je salue notre ami du Bénin, oui. Sidi. Oui. Moi aussi, je m'incline devant les 35 soldats béninois tombés. Sur les balles de lâche des assaillants. Mais tout ça, une fois qu'on a fini de pleurer, c'est mort. La responsabilité incombe à M. Talon. M. Macron l'a cité comme étant un de ses partenaires majeurs. Et ça se passe de commentaires. J'avais déjà indiqué le type de président qu'est M. Talon. J'ai expliqué que la manière dont il arrive au pouvoir faisait de lui un des dirigeants les plus dangereux pour l'Afrique. Oui. Il est extrêmement dangereux et nous sommes très préoccupés par ce qui se passe au Bénin. Il brille par son anti-panafricanisme primaire et par un labinisme pitoyable qui le lie à M. Macron. Vraiment, que ces morts-là, que leur sang crie contre lui en faveur du Bénin et que ce pays soit enfin libéré de cet homme extrêmement dangereux. Je salue Abou, totale convergence. Que Dieu le bénisse aussi. Alors, Kofi m'a posé une question à savoir si la politique française en Afrique est intelligente. Intelligente, oui. Il a convoqué les ambassadeurs qui viennent écouter un discours de fou et qui, même pour certains, après applaudissent. L'analyse qu'il fait du comportement des ambassadeurs français est très fondée, mon cher Bachir. Nous avons un corps, le corps diplomatique français est traumatisé et déstabilisé par les nouvelles orientations diplomatiques de ce voyou.
Vous savez que M. Macron a décidé de changer complètement la diplomatie française. Il a décidé que même que le métier de diplomate doit disparaître. Il ne doit plus être le critère pour représenter la France. Des généraux sont ambassadeurs, etc. Il ambitionne de faire des chefs d'entreprise, des ambassadeurs, etc. Donc ça a créé une fronde, une grande fronde au sein de la diplomatie française. Je ne sais pas comment cette fronde s'est terminée et comment elle va se terminer. Mais en parlant de l'intelligence, la France avait l'un des meilleurs réseaux diplomatiques dans le monde. Analyse objective. Hein. Je ne dis pas qu'elle était meilleure en qualité du point de vue de l'Afrique, mais je dis au moins c'était reconnu. Il y avait un réseau diplomatique assez connu, assez dense, qui était reconnu dans les milieux de la diplomatie mondiale comme étant, comment on dit ça, respectable. Oui. Je répète, pas dans le sens des relations avec l'Afrique, dans le Conseil de la diplomatie mondiale. Et même efficace à une certaine époque. Oui, à une certaine époque. C'est comme ça qu'on a eu des gens comme des Villepin, qui étaient un criminel du point de vue de l'Afrique, un vrai criminel, mais qui avait marqué le monde dans son temps par son fameux discours à l'ONU, n'est-ce pas, face aux Américains. Pour ne citer que son cas. Donc aujourd'hui, M. Macron remet tout ça en cause et il est surprenant de voir que les ambassadeurs sont envoyés dans des missions qui sont déjà des échecs même avant d'être implémentés. Mon cher Bachir. Envoyer des ambassadeurs en Afrique sur la base de telles orientations jupitériennes relève de la pure folie. Ils ont déjà échoué même avant de commencer. Est-ce une preuve d'intelligence, mon cher Kofi? Non. Ils ne sont pas intelligents, objectivement parlant. Mais quand on parle d'intelligence, il faut situer ça dans la logique de ceux ou de celles qui sont mises en cause. L'intelligence, c'est une logique. L'intelligence est nourrie et renouvelée par un ensemble de pratiques. Un ensemble de pratiques qui constituent ce qu'on appelle l'environnement dans lequel l'intelligence baigne de manière dialectique. Il y a l'intelligence individuelle, il y a ce qu'on appelle l'intelligence ou l'intelligibilité d'un comportement, d'un ensemble de pratiques. De ce point de vue, pourquoi voulez-vous que la France soit en capacité de renouveler son intelligence diplomatique alors que depuis des siècles, depuis qu'elle a rencontré l'Afrique, elle a un logiciel qu'elle a longtemps mis en œuvre et qui a toujours marché pour elle. Qui a toujours marché, qui a fonctionné selon un ensemble de paramètres classiques. N'est-ce pas? À savoir, on est fort militairement, on contrôle les élites africaines, on contrôle les universités, on contrôle les finances, on contrôle les armées, etc. On contrôle les sectes ésotériques, etc. Donc, de ce point de vue, il n'y a rien à changer, il n'y a pas de peur à avoir parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets Bachir, tout est meilleur dans le meilleur des mondes possibles. Bachir. Mais la France s'est retrouvée devant une situation où tous ces paramètres ont été chamboulés par une dynamique inédite qu'elle n'a pas étudiée, qu'elle ne peut pas étudier, qu'elle ne comprendra jamais, la dynamique panafricaniste. De ce point de vue, donc, l'intelligence française est grillée. Elle est inefficace, non opératoire. Elle ne peut pas. Parce qu'elle ne comprend pas la dynamique panafricaniste dans ses manifestations actuelles. Elle est complètement perdue devant un continent qui change sans utiliser les moyens classiques, mon cher Bachir, qui actionnent le changement. Donc, Kofi, elle n'est pas intelligente, mais elle est intelligente en même temps. Dans le sens où je parle d'intelligence objective, hein, à savoir des comportements et des moyens cervicaux raisonnables qu'on mobilise devant une situation. Je parle de manière objective. Donc,
le comportement de Macron, son discours, traduisent son niveau d'intelligence. Voilà. Voilà son niveau d'intelligence. Bête, figé, bloqué. Mais c'est l'intelligent parce que les Français le lisent, il parle devant les ambassadeurs, il fait des discours, il gesticule, il est habillé en veste noire, cravate noire, chemise blanche. Donc, il gesticule, donc forcément, il manifeste de l'intelligence. Alors, ça veut dire tout simplement, la France est restée avec le même logiciel. Très bien. Tenu en compte vous avez très bien compris. Toute l'évolution vous avez très bien compris, dans Bachir. le temps, l'espace, Voilà. etc. Voilà. Et en face, les Africains avaient travaillé le leur. Ils Ben, ont on a évolué. des leçons, et il y a eu une évolution. Donc, l'intelligence a croisé plus intelligent. C'est tout. Très bien. Allons donner la parole à Peter, qui est au bout du fil depuis quelques minutes déjà. Peter, bonsoir, cher ami, depuis l'Écosse. Vous avez l'antenne. Allô, Peter, vous m'écoutez? Je crois qu'il y a Peter, il y a Chérif également qui nous appelle. On n'a pas le retour audio de Peter. Alors, donc on va prendre Chérif, c'est ça? Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Monsieur Chérif, c'est ça? Oui, Monsieur Chérif à l'appareil. Très bien, vous êtes en direct sur les antennes de Pan-African Media. Merci de nous rejoindre, vous avez la parole. Oui, mais bonsoir Bachir, bonsoir au président et bonsoir à toute l'équipe qui nous permet de suivre l'émission chaque soir. Mes propos sur la déclaration du président Macron qui ont été interprétés comme une qualification des Africains d'ingrats ont provoqué de vives réactions et ont été analysés sous plusieurs angles. Bien que le président Bandakani a bien détaillé, je vais quand même donner mes interventions. Le contexte des propos. Les relations historiques. La France a une longue histoire de colonisation en Afrique et les relations franco-africaines sont souvent marquées par des tensions historiques. Les commentaires de Macron dans ces contextes peuvent être perçus comme un rappel des inégalités persistantes et des attentes de la France en matière de reconnaissance de son rôle dans le développement des pays africains. Et sur les échanges culturels et économiques, Macron a souvent appelé à un partenariat renouvelé entre la France et les pays africains, axé sur le respect mutuel de la coopération. Toutefois, ces déclarations peuvent être perçues comme une tentative de juger les pays africains sur une base de gratitude plutôt que de reconnaître le dynamique complexe de ces relations. Les interprétations des propos sur les mémoires courtes. Cette expression pourrait faire référence à la perception selon laquelle les pays africains omettraient le soutien historique de la France dans leur développement post-colonial. Cela pourrait sous-entendre une critique de la façon dont certains pays africains pourraient rejeter l'héritage français tout en bénéficiant de relations constructives. Les opposants à cette vision peuvent arguer que cette demande de reconnaissance se base sur une simplification des réalités politiques et économiques des pays africains, qui ont souvent dû faire face à des défis complexes indépendamment de l'histoire coloniale. Mauvaise foi, je vais dire, certains critiques pourraient voir cette déclaration comme une forme de mauvaise foi, suggérant que Macron tente de détourner l'attention des problèmes contemporains comme les inégalités économiques, la dette et les interventions militaires de la France sur le continent. L'accent peut alors être mis sur l'idée que la France a une responsabilité
dans les structures de pouvoir et les inégalités actuelles, et que le discours sur l'ingratitude peut servir à justifier des politiques néocoloniales ou interventionnistes. Les réactions et conséquences, les commentaires de Macron ont été largement critiqués, non seulement par des leaders africains, mais aussi par des intellectuels et des citoyens. Il souligne un besoin d'écoute et de reconnaissance de la souveraineté africaine plutôt que d'imposer une vision paternaliste. Je conclus en disant que l'analyse de ces propos de Macron révèle une tension profonde entre la France et l'Afrique, reflet des défis historiques et contemporains des relations internationales. Elle soulève des questions sur la mémoire, la responsabilité et la manière dont les discours façonnent les perceptrices et les relations. La manière dont ces questions seront abordées dans l'avenir déterminera certainement la nature des relations franco-africaines. Je vous remercie. Et à vous également, très cher Chérif, pour la contribution. Naturellement, l'accent, il est bien tchadien, Chérif du Tchad. Donc, nous allons retourner vers Peter. Je vois Peter qui appelle avec insistance call center. Je crois que la liaison est établie avec Peter. Est-ce qu'on peut donner la parole à Peter, s'il vous plaît, avant de revenir vers le président Bandakani? Oui. Allô, Peter? Voilà. Donc, on va prendre l'appel de Peter. Allô, bonsoir. Alors, pas encore. Président Bandakani, je vais profiter pour lire ce message. C'est une question encore à vous poser. Alors, vous allez noter, le monsieur, il s'appelle Georges Bertrand Bellam Paco. Bonsoir, monsieur Bachir Ladan. Veuillez transmettre ma question au président Bandakani, qui est la suivante. N'est-ce pas nous-mêmes, Africains d'expression francophone, qui donnons de la valeur à la parole du président français lorsque nous, à travers certaines de nos chaînes de télévision privées, nous donnons la parole aux ambassadeurs français dans nos pays pour des sujets d'intérêt nationaux, alors que la réciprocité n'est pas appliquée en plus de l'existence de la monnaie néocoloniale appelée franc des colonies françaises et point d'interrogation. C'est la préoccupation de notre cher ami Georges Bertrand Bellam Paco. Donc voilà, il s'interroge, est-ce que c'est pas nous-mêmes francophones d'Afrique, des francophones, que dis-je, africains d'expression francophone, qui donnons de la valeur en déroulant le tapis rouge sur nos différentes télévisions, nos différents médias privés et aux ambassadeurs français, alors que la réciprocité n'est pas appliquée. Donc c'est la question de Georges Bertrand Bella. Est-ce qu'on a Peter au bout du fil? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bachir. Alors, oui. C'est monsieur Basson depuis la France. Basson, justement, Basson. J'ai failli reconnaître votre voix, en tout cas. Mais veuillez les meilleurs. Merveilleux Bachir, je vous souhaite une très bonne année et au président Bandakani, une année de paix et de santé. Et je salue tout le peuple africain noir partout sur la terre. Je souhaite une meilleure année à tout le monde. Bachir, je salue ici aussi le grand peuple caribéen. Je n'oublie pas cela. Je voulais tout simplement dire ici par rapport à la thématique, monsieur Bachir. Vous savez, il y a quelques jours, Bachir, les 80 ans de Tiaroy. Oui. Je vais rappeler ici à monsieur Macron, aujourd'hui, il y a 80 ans, Bachir, les impérialistes venaient sur notre belle terre africaine. Ils ont regroupé nos vaillants soldats, ce qu'ils appellent eux les tirailleurs, moi je les appelle les braves soldats, les vaillants soldats. Ils ont mis nos grands-parents enchaînés dans le cale des bateaux. On les a amenés en Europe, plus particulièrement en France. Une fois ces vaillants soldats arrivés en France, Bachir, ils ont livré
un combat féroce. Ils ont engrangé des victoires et ils ont libéré la France. Une fois la guerre finie, Bachir, on a remis ces vaillants soldats dans le cale des bateaux et on les a ramenés en Afrique. On les a regroupés et on les a massacrés, Bachir. Voilà le remerciement que la France fait à l'Afrique. Bachir, je voudrais continuer ici en disant, tout le monde a vu il y a quelques mois maintenant la mort de notre frère George Floyd aux États-Unis. Tout le monde l'a vécu à Mondovision, Bachir. Je n'oublie pas ici, Bachir, le guide libyen Kadhafi. Toujours à Mondovision. Nous n'oublions pas la déportation du vaillant président Laurent Gbagbo. Et je voudrais encore ici rappeler à M. Macron Bachir, il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, M. Macron s'est rendu au Canada. Il est interpellé par les Haïtiens. Qu'est-ce qu'il a fait, Macron? Il a traité les Haïtiens de cons. Bachir, ces derniers jours, Macron qui se rend à Mayotte, pendant que nous avons des dizaines de corps sous les décombres, les Mahorais qui crient à la faim et à la soif. Et Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ce n'était pas la France, vous serez encore 1000 fois, 10 000 fois dans la merde. Ce sont les propos de Macron. Bachir, je voudrais encore ici rappeler, Macron aussi n'a pas hésité à insulter nos femmes. C'est le même Macron qui dit les femmes africaines font trop d'enfants. C'est un problème. Donc, Bachir, pour ne pas être long, je voudrais tout simplement dire à Macron, venir nous donner des leçons, il est très mal placé. Mais alors, très mal placé. Donc, un peu de courtoisie, ce ne serait pas mal. Voilà, Bachir, ce que j'avais à dire. Je vous dis tout simplement, une fois de plus, bonne et heureuse année. Nous avons engrangé des victoires en 2024 et 2025, le combat continue et on est sur le bon chemin. Excellente soirée. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Soyez bénis, le président Bandakani. Merci. Merci à vous, très cher Basson, pour la contribution depuis la France. En tout cas, meilleurs vœux à vous, très cher ami. Des vœux les meilleurs, on va aussi les souhaiter à notre cher Fodé Traoré. Fodé Traoré, fidèle parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, Fodé qui est également au bout du fil avec nous ce soir dans le cadre de cette émission qu'il aime bien, Presse Géopolitique. Fodé Traoré, bonsoir. Fodé, bonsoir, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et c'est la première édition de 2025 et vous faites partie, pourquoi pas, de la grande famille. Et l'histoire retiendra que vous êtes parmi les premiers à appeler dans le cadre de cette émission. Vous avez la parole, cher ami. Oui, je vous remercie. Je salue tous les techniciens. Je vous salue, monsieur Bachir, pour votre travail que vous abattez toujours pour l'Afrique. Je salue le guide spirituel, monsieur Badakani, et nous prions le vrai Dieu qui est Dieu parmi nous ici, pour qu'il finisse le travail qu'il a commencé. Et nous remercions tous les téléspectateurs, nous remercions tous les peuples africains partout dans le monde. Et nous prions que cette année 2025 soit l'année de la libération de l'Afrique. Et je voulais interpeller directement le président Balakani de rentrer en contact direct avec le président maréchal Idriss Déby, de le conseiller de prendre des directions
droit pour la libération de nos frères peuples tchadiens. Et il sait de quoi je veux faire référence. Concernant les propos de Macron, moi j'ai toujours vu ça de façon différente par rapport à beaucoup de mes frères. Parce que dans nos précédentes émissions, j'ai dit que Dieu, le vrai Dieu, est au travail. Macron ne sait pas ce qui se passe avec lui-même. C'est le vrai Dieu qui utilise Macron pour pouvoir libérer l'Afrique. Tous ces mauvais gestes nous poussent par la libération. Donc nous souhaitons que Macron dure au pouvoir le maximum possible pour qu'il puisse faire plus d'erreurs, pour que nous puissions avancer. C'est ce que moi je vois dans sa sortie d'autres jours. Maintenant, ce qui concerne la libération générale de l'Afrique, je pense que ça va venir. Nous sommes en train de travailler, vous travaillez, et je suis sûr que dans les jours à venir, l'Afrique va se libérer. Je vous remercie. Fodé Traoré pour la contribution. En tout cas, beaucoup de choses importantes, et vous avez donné du sourire au président Bandakani sur le plateau. J'imagine qu'il vous rendra votre politesse tout à l'heure. Dernier appelant peut-être de la soirée, on va aux États-Unis avec un fidèle parmi tant d'autres. C'est Jean qui nous appelle donc depuis les États-Unis. Jean, bonsoir. Bonjour, Grand Bachir. Ça fait très longtemps. Il y a longtemps, voilà. Mais je ne vous ai jamais oublié. Ça, j'en suis sûr. Et... Sincèrement, hein, oui. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est la vérité. Oui. Mon frère, nous sommes dans un combat, nous connaissons qui nous sommes, qui est qui. Tout à fait. Donc, ne pensez pas que nous avons oublié, non, parce que le combat n'est pas seulement charnel. Oui. Et d'abord, d'entrée de jeu, nous avons entamé un nouveau cycle. Oui. Et nous vous souhaitons beaucoup d'énergie, que la main divine vous donne la force. Parce que le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel aussi, très fort. Si on avait pu tuer les Sylvanus Olympio, les Patrick Lumumba et tant d'autres, ils ne sont pas mieux que eux, ceux-là. Si nous sommes en vie, malgré les pressions, ceux-là, nous parlons, c'est une force qui nous dépasse. Si nous avons l'occasion de parler, nous parlons. Si nous n'avons pas l'occasion, nous faisons ce que nous... Et le divin sait qui est qui. Et ce que nous faisons. Et ce que nous faisons est juste. Parce que lui-même est juste. Alors, plus d'énergie à vous. Et que l'obscurité, cette trahison, quitte le continent africain. Merci. Parce que ce continent, c'est la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Les preuves sont là. Scientifiquement aussi, c'est la terre de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi, le menteur, le diable, le traître, fait des plans toujours. Regardez, tout le monde entier, c'est contre l'Afrique. À part quelques pays qui ont compris que l'Afrique doit sortir. Je vous dis, si l'Afrique ne sort pas de cette oppression, la paix ne viendra pas sur la terre. Donc, nous ne forçons personne pour comprendre ce que nous disons, mais ceux qui sont dans cette lutte comprendront ce que nous disons. Alors, Bachir, Macron est dans son rôle. Qu'est-ce qui nous étonne? Ce garçon qui est gay, qui s'est marié, regardez le scandale même. Et les gens ne parlent pas, ils appellent ce bandit-là comme femme de Macron. Mais ça dit, voyez le monde dans lequel nous sommes, voilà le monde. Mais nous, on rit. Et pourtant, ceux-là font des affaires avec vous. Vous leur donnez des tapis rouges. Vous les laissez parler. Vous les laissez vous embrasser. Vous les laissez vous saluer. Quand ils viennent en Afrique, vous voyez comment les gens font, non? Voilà, vous voyez, c'est pitié. Mais qu'est-ce que Macron va dire? Qu'est-ce qu'il dira? Mais c'est ce qu'il doit dire. Parce que c'est sur ça que leurs parents, leurs aïeux étaient basés pour nous faire ce qu'ils nous ont fait, des coups bas. On est allé les sauver, ils nous ont fusillés,
Et le de ça, ils viennent. Bachir, il y a trop de choses. Je n'ai pas assez de temps. Mais ceux qui comprennent, ceux qui sont de Dieu comprendront ce que nous disons. Je dis le vrai Dieu, le Dieu de Dieu. Parce qu'ils ont tout fait pour aussi embellir un mensonge concernant leurs histoires. Alors, Bachir, Macron est dans son rôle. Mais n'avons pas peur. Ce que je dis ici, ceux qui écoutent. On nous suit. On n'a pas peur. Mais parce que nous sommes là pour ça. C'est ce que nous devons faire pour aller rendre compte. Parce que nous avons cette connaissance. C'est pourquoi nous faisons. On le fait pour le plaisir de qui que ce soit. Ce qui se passe, vous ne voyez pas le Tchad et autres, vous ne voyez pas. C'est les industries, c'est-à-dire les compagnies minières, pétrolières, hein, tout cela, c'est en Afrique qui épuisent regarde le golfe de Guinée. C'est un plan qui est là. On en avait parlé, mais ils sont toujours autour de ça. Mais pourquoi? Parce que ça dit, et ils ne veulent pas coopérer avec vous. Ils veulent prendre. Et non seulement prendre, ils vont vous tuer d'abord. Pas l'OMS, pas pas tous les moyens. Regardez la RDC qui saigne. Bachir, regardez la RDC qui saigne. Regardez le Soudan qui saigne. Et s'il y a encore des humains sur la terre qui ne sont pas touchés par ces malheurs, qu'est-ce qu'ils font? Mais autour de ça, il y a encore des gens, les sorciers africains, qui coopèrent avec l'ennemi pour nous trahir. Parce qu'on leur donne des miettes, l'argent. Et puis, comme c'est l'argent, leur aide de guerre, alors ils se livrent à ça. Et ils sont roulés. Et pourquoi ils trouveront toujours des sorciers chez nous pour nous trahir, pour saboter la lutte, pour nous tuer? On va dire, c'est vos frères qui vont nous tuer. Ils ne sont pas là. Alors que c'est eux qui sont derrière. Nous devons les chasser. Courage à vous. Ça va venir. Nous allons juger la France. Nous faisons la guerre, mais nous allons faire la guerre physique avec la France, avec l'aide divine. L'aide du divin. N'ayons pas peur, parce que notre lutte est juste. Nous sommes chez nous. Nous sommes gardiens de ce que nous avons. Nous devons être courageux pour défendre ce que nous avons sur nos terres. Courage à vous. Courage à ceux-là qui viennent au plateau pour instruire la masse. Ils sont dans leur rôle de sensibilisation. Avancez au large. Que Dieu bénisse. Vous aurez les moyens pour continuer, parce que c'est une lutte qui nous dépasse. Mais on doit la faire pour restaurer l'humanité. Merci Bachir. Nous sommes ensemble. Merci à vous également, Jean Sakponou, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci infiniment. Il y a un appelant qui insiste sur Skype. Et on va essayer de prendre celui-là, sinon c'était le dernier appel avec Sakponou. Je crois que c'est Peter. Peter? Oui, bonsoir M. Bachir. Désolé, mais j'ai eu plusieurs appels entrant en même temps et c'était trop compliqué. D'accord, Peter. Je vous adresse mes voeux les meilleurs à vous et au président Badakani. À vous également. Je veux donner mon point de vue sur la situation actuelle. Ce que je peux retenir dans le discours de Macron, après avoir parcouru la presse française, britannique et tout ça, oui. Ils ont simplement dit, c'était un journaliste aguerri, ils ont simplement dit que M. Macron a perdu le Nord et il ne sait plus où il est, donc il se permet maintenant de faire un discours propre à lui-même, qui n'a rien à voir avec le discours de l'Élysée. Il a simplement exprimé ce qu'il pensait de ces poulains qu'il a parrainés en Afrique francophone, et qu'il a fait comprendre que maintenant que vous faites votre petit malin, moi, je vais maintenant m'intéresser aux pays anglophones. Et ce serait tant pis pour vous. Après tout le bien que je vous ai fait, c'est comme ça que vous me remerciez, donc ce serait tant pis. Et tant pis pour ce qui va arriver. Mais en fait, quelque part, c'est une sonnette d'alarme à tous ces pays qui ont abandonné la France, que ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça, parce que je vais vous faire payer ça. Donc pour moi, je me dis que les présidents de l'AES et ceux qui veulent vraiment sortir du joug français, qui ont peur, de comprendre que ce manque de respect est, je peux dire ça, comme une sorte d'appel à la conscience, que vous n'avez pas de partenaire en fait. Vous avez quelqu'un qui est comme un loup qui avait l'habitude de manger dans une bergerie, et il se trouve que maintenant les brebis sont très prudentes et ont décidé de ne plus céder.
Donc du coup, il a explosé dans sa colère, il a insulté certains présidents africains, il a menacé également d'autres, et il a fait comprendre que malgré ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer cher. Donc pour moi, c'est un non-event, parce que il a simplement exposé cet art, je ne peux pas dire intellectuel, mais cet art en tant que chef d'État d'un pays comme la France. De deux, il a montré que c'est lui, le petit Macron que nous regardons tous, qui aujourd'hui a perdu complètement sa superbe et un vulgaire personnage arrogant, comme un cow-boy qui vient menacer un peu à l'habitude de l'histoire des Américains. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Maintenant, quant à la position de la CEDEAO, je suis d'accord avec le discours du général Tani. Effectivement, quand tu travailles avec un État terroriste comme la France, tu es considéré aussi comme un terroriste. Il faut que ces présidents prennent leur véritable responsabilité et comme je l'ai dit dans les différentes émissions sur certaines chaînes panafricaines, je dis que la meilleure chose qui puisse arriver à la France, c'est abandonner sa monnaie, de deux, quitter la francophonie pour rester des pays africains, purement africains. Troisièmement, lorsqu'ils vont créer leur État d'Afrique avec tout ce qu'il faut, vous allez voir que l'arrogance que ce pays a va complètement changer et les pays de l'Union européenne vont venir faire la cour désormais aux pays africains en émergence. Que je dis émergence, c'est-à-dire que ceux qui ont compris que ils ne sont pas obligés de rester dans une niche et attendre qu'on leur donne un os ou bien une viande osseuse, mais qui ont décidé eux-mêmes d'aller chasser et chercher leur propre pitance pour grandir et se développer. Voilà un peu ce que je veux dire, M. Bachir. J'ai pas assez de temps, c'est dommage que je peux me libérer maintenant. Oui. Mais je pense que je vais pouvoir développer ça dans vos prochaines émissions. Thank you so much. Thank you so much, Peter. Merci à vous. Alors, message de Kwado Imhotep Opobo Afonsoy. Pourquoi les Africains se sentent offusqués? Macron est le produit de sa civilisation. Et puis, l'ancien président français Nicolas Sarkozy l'avait très bien dit, le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Hugo Deliqueuse, on va sortir par son message. Décidément, les Africains veulent quoi? Macron fait votre combat, mais nous sommes incapables de le remercier. Macron a raison de nous traiter d'ingrats. C'est donc le... Merci à Hugo Deliqueuse. Président Wadakani. Alors, c'est la dernière ligne droite de l'émission et on reviendra conclure. En tout cas, c'était très animé. Les échanges sont très intenses. Oui. Je voudrais retourner à mon ami Basson, notre ami Basson. Oui. Le meilleur vœu, plein succès, santé, persévérance, beaucoup de réussite à lui, et aussi à tous ceux qui nous ont souhaité les meilleurs vœux. Bon, Sola en Afrique du Sud, il a posé un problème là. Je retrouve rapidement le message de Sola. Pendant que vous poursuivez rapidement son message. Alors, notre ami Basson a donné un ensemble de références pour confondre le petit voyou de l'Élysée. Ces références sont inattaquables. Alors, Sola, il a dit longue vie à Macron, qui à lui tout seul a détruit l'impérialisme français. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit dans son message. Je crois. Voilà. Donner parole aux ambassadeurs français dans nos pays. Absence de réciprocité. Oui. Il a raison. Par quoi raison? Son constat part d'une réalité vraie. Les médias locaux africains, pour la plupart, sont des relais des discours impérialistes des médias français. Les ambassadeurs français dans les pays africains ont des réseaux de clientélisme qui leur permettent de tenir les journalistes et ça justifie pourquoi on leur déroule le tapis rouge. Et puis, à ce niveau, les États africains continuent à ne pas être assez offensifs ou audacieux pour imposer la réciprocité dans nos rapports avec la France. Il n'est pas normal que les ambassadeurs africains en France soient silencieux et qu'en Afrique, les ambassadeurs français s'agitent, veulent toujours montrer qu'ils sont en terrain conquis. Oui, et la préoccupation de notre ami, c'était surtout sur des questions nationales. Ils ont leur mot à dire.
Oui, jusqu'à influencer certaines opinions. Pas seulement nationales, Oui. Il a posé un problème sérieux, Oui. la réciprocité. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que les ambassadeurs africains dans les pays occidentaux peuvent avoir ce privilège? Négatif. Pas du tout. Oui. Pourquoi on retourne chez nous, ils se comportent comme si on était en colonie? Et parce qu'on les a laissés faire jusqu'ici, et parce qu'une certaine opinion médiatique est travaillée par les médias complètement à la solde des ambassadeurs étrangers, occidentaux surtout, à nos pays. Oui. Il y a un ensemble de réseaux de clientélisme qui soutien et financement étranger, etc. Ça facilite, oui, ça déroule le café. Oui. Ça va s'arrêter tout ça. Au fur et à mesure que nous avançons, ça va s'arrêter tout ça. Très bien. Il y a évidemment Sola et Fodé Traoré ont élevé le débat au niveau géospirituel. Ils ont raison. Hein. Oui, Fodé. Oui, Fodé et Basson, je crois. Fodé Traoré et Sola. D'accord. Et Sola. C'est-à-dire que c'est très important, surtout Fodé Traoré, quand il convoque le vrai Dieu. Et il dit que nous souhaitons que Macron dure au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, cette configuration n'est pas le fait du hasard. Quand on analyse les lois profondes et spirituelles qui gouvernent la vie des sociétés, lorsque vous avez un dirigeant, quand un pays, des nations opprime pendant un temps long, ou bien pendant un temps long d'autres nations, mais l'oppression que vous infligez à d'autres nations s'accomplit souvent en retour. En retour, Bachir, par l'avènement à votre tête des individus qui viendront justement vous faire payer, n'est-ce pas, ce que vous avez fait. Ça, c'est la grandeur des lois divines qui gouvernent le monde. Hein. C'est l'implacabilité des lois cosmiques, mon cher Bachir. Donc, à ce niveau, Fodé Traoré, il a raison, Sola a raison. La France est en train de payer le prix de ses crimes, en Afrique. C'est pas seulement la France, c'est valable pour tout l'Occident. Ils payeront terriblement leurs crimes, et c'est justement des personnes comme Macron, n'est-ce pas? Dieu va s'arranger à les placer, à s'assurer que, en récompense, comme étant le salaire de leurs crimes, des personnes comme Macron arriveront à la tête de ces pays-là. Bon, ça c'est trop profond, hein, c'est trop profond pour faire l'objet d'un débat détaillé qui soit intelligible et acceptable du point de vue de la raison pour certains. Mais c'est un fait. C'est un fait. L'univers est gouverné par des lois implacables. On récolte ce concept. Donc, et pour récolter ça, ça se traduit par l'incarnation dans les sociétés de tous les, de tous les actions négatives que vous avez implémentées et développées à l'égard de vous-même et à l'égard des autres nations. À ce niveau-là, ils ont raison. Ça, c'est une dimension géospirituelle. Elle est très profonde, je partage ça. Bon, maintenant, ça, je réserve ça à la fin. Je vais répondre à un ensemble d'appels qui sont faits là. Pour la session du Bénin, nous avons des informations qui montrent que le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Faizou Ngomina du Bénin, selon lui, c'est même l'unité d'élite qui a été décimée dans cet attentat terroriste. Dans oui. Donc, alors là, ça devient très préoccupant parce que ça veut dire que là, elle a fait l'objet d'une cible particulière. C'est pas le fait de... Ce sont des méthodes françaises. Et c'est le salaire de la trahison du président Talon. Il ne sait pas avec quoi il joue. Les Français ont fait ça au Burkina Faso. Les Français ont fait ça au Mali. Ils ont fait ça au Niger. Donc, quand nous apprenons ça, que ça, c'est l'élite, là, pratiquement, de l'armée béninoise qui a été touchée comme ça. On voit très bien que, n'est-ce pas, ce qui se prépare. Que Talon continue à faire son théâtre là, et ça sera tant pis pour lui. Donc, Bachir, je voudrais terminer en disant à tous ceux qui nous souhaitent à la tête de l'État du Cameroun de continuer à faire le travail, de prier pour ça,
il ne prêche pas en vain. Il ne prêche pas dans le vide. Effectivement, Bachir, Dieu et seule sa volonté va s'opérer au Cameroun. Je n'ai pas dit depuis très longtemps que tous les plans qui sont faits au Cameroun, de gauche à droite, là, concernant l'association du président Biya, se trompent et se tromperont totalement. Oui. Ça ne se passera pas comme qu'ils ont prévu. Il est encourageant de voir qu'il y a des personnes très avisées spirituellement qui voient ces choses-là avec notre regard. Nous sommes là et nous sommes prêts. Voilà. Très bien. Merci, Président Badakani. Je vais lire rapidement ces messages. Bonsoir Bachir, bonsoir le plateau. C'est juste pour vous encourager. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et pour les peuples africains. C'est le message de Youssoufa Omarou Garba depuis la ville de Difa au Niger. La France doit être jugée en Afrique pour les crimes d'esclavage, colonisation et néocolonisation. C'est Abdoulaye Sy qui en Macron s'est pris pour Jupiter, un dieu romain, l'équivalent de Zeus chez les Grecs. Il descend vers Vulcain, toujours un dieu, Héphaïstos chez les Grecs toujours. Alors Nefertiti nous écrit: l'Afrique dit merci à la France pour l'esclavage et la traite négrière. Merci encore, merci encore. Voilà, il y a beaucoup de messages comme ceux-là. Ils étaient nombreux à échanger avec nous. Cléopâtre, Lucie qui salue tout le monde. J'aime 77. Bref, je voulais tout simplement vous montrer que nous sommes ensemble, comme on le dit, dans notre à faire partir de cette émission ce soir encore. Faustine Isabelle Zonon, on vous remercie tous. On va remercier toute l'équipe qui accompagne le président Bandakani tous les soirs, tous les jeudis soirs, vers nos studios ici même, sous la conduite du coordonnateur Jean-Jacques Sédjou. Merci naturellement à toute l'équipe de production de Presse Géopolitique ce soir, Yannick Song Guidjol, Boubakari Kouvou et Nasser Ladan, sous la supervision de la directrice générale Linda Ndedi Mfout. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc très très bientôt sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Bonsoir.